Bonjour à tous. Cette capsule est dédiée au moment cinétique de spin. Alors, on va commencer par l'expérience de Stern et Gerlach qui permet de mettre en évidence le spin associé aux atomes d'argent. Pour rappel, les atomes d'argent possèdent un électron dans l'orbital s externe. Alors, on va collimater un faisceau d'argent ici et là. Donc, on le fait passer à travers un filtre de manière à avoir un faisceau qui est unidirectionnel, qu'on fait passer entre un entrefer, entre un aimant ici, dans lequel il règne un champ magnétique qui est fortement inhomogène. C'est-à-dire, on a une variation énorme selon l'axe Z, uniquement selon l'axe Z ici. Alors, on vient placer donc un écran sensible et on va remarquer que le faisceau se scinde en seulement deux tâches que l'on a schématisées ici sur l'écran. Alors, en essayant d'expliquer ce phénomène, on va regarder de près l'énergie d'interaction qui n'est autre que le produit scalaire du moment magnétique. Alors, on va lui mettre un petit s, nous verrons tout à l'heure pourquoi. Toujours est-il, c'est un moment magnétique de n'importe quelle origine que possèdent les atomes d'argent, scalaire le champ magnétique associé. Et si on s'intéresse à la force appliquée donc aux atomes d'argent, eh bien ça va être tout simplement ici, puisque nous avons uniquement un gradient qui est suivant la direction Z, la dérivée par rapport à Z de B. Et on fait apparaître le produit scalaire, donc la composante selon Z du moment ms, qu'on a noté petit s. Alors, en mécanique classique, on va s'attendre à une déviation tout le long de l'axe Z, c'est-à-dire une continuité de tâches, mais ce n'est pas le cas puisque nous avons obtenu uniquement deux tâches. Et en fait, tout se passe comme si la composante MSZ ne pouvait prendre que deux valeurs. D'accord? Elle ne peut prendre que deux valeurs puisque nous avons obtenu simplement deux tâches sur l'écran. Alors, on va conclure la chose suivante. Les atomes d'argent posséderaient un moment magnétique qu'on appelle de spin, qui est purement d'origine quantique et qui serait dû à la rotation de l'électron autour de lui-même. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire que c'est uniquement quelque chose que je ne connais pas, que je vais appeler le spin? Et en fait, parce que les atomes d'argent, du moment qui se trouvent dans l'orbital S, eh ben, L égale 0, c'est-à-dire je sais qu'ils ne possèdent pas de moment cinétique orbital et qu'éventuellement, si ces atomes d'argent possèdent un moment magnétique, eh bien, ce moment magnétique serait dû à quelque chose d'autre que je vais appeler donc un spin. Cette chose autre, eh ben, c'est aussi un moment cinétique, d'accord? Alors, donc, je vais conclure qu'un électron possède un moment de spin S égale à 1,5. Nous allons donc l'étudier spécialement. Donc, ce S est un moment de spin, c'est-à-dire qu'il va vérifier toutes les relations de commutation, à savoir que toutes les composantes de spin ne commutent pas selon cette chose-là que nous avons déjà vue dans le moment cinétique orbital. Toutes les S carrés commutent avec toutes ces composantes. En particulier, nous allons s'intéresser plus tard au commutateur S carré avec SZ qui est égal à 0. Nous avons vu également S carré commute avec tout ce qui est E plus et S moins, les moments cinétiques de création et d'annihilation, et ainsi de suite pour S plus S moins, etc. Donc on retrouve ici de toute façon tous les commutateurs que nous avons déjà montrés en détail dans le chapitre précédent, donc dédié au moment cinétique orbital. Alors, sauf que la mesure de la projection du moment cinétique, eh bien, sur un axe quelconque du moment de spin 1,5 va toujours nous donner plus ou moins h bar sur 2. C'est-à-dire à la tâche qui est obtenue vers le haut, je vais associer une valeur propre qui vaut h bar sur 2 et à la tâche qui est obtenue vers le bas, eh bien, j'associe une valeur propre qui est égale à moins h bar sur 2. Donc, de la même manière,
je vais appeler plus Z, c'est-à-dire tâche vers le haut selon l'axe Z. C'est l'état propre associé à la mesure de SZ et qui correspond au spin vers le haut, dont la valeur propre est h bar sur 2. De la même manière, l'état que je vais appeler moins Z, donc tâche vers le bas, c'est l'état propre associé à la mesure de SZ et qui correspond à l'état de spin vers le bas, dont la valeur propre associée est moins h bar sur 2. Donc, par analogie avec le moment cinétique orbital, toujours de toute façon, je vais appeler la base propre SM une base commune à S carré et à SZ. D'accord? Donc, pareil pour le moment cinétique orbital, je ne vais m'intéresser que à S carré et à sa composante suivant Z. À la différence près que cette base-là n'a pas d'équivalent en mécanique classique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il ne faut pas que je m'attende à une fonction d'onde qui a une forme analytique, genre f de r, θ et phi. Non, pour les gens qui vont aller plus loin, vous allez voir que tout simplement, le spin va introduire une particularité de la fonction d'onde qui sera que pour des bosons, pour des fermions par exemple, la fonction d'onde sera toujours antisymétrique. Alors, je vais énoncer donc d'ores et déjà l'équation aux valeurs propres communes à S carré et à SZ. Donc, S carré associé à la base SM, c'est H bar carré SS plus 1. Donc, vous voyez bien que c'est exactement la même forme que pour le moment cinétique L carré et LZ. De la même manière, SZ associé donc à SM, la valeur propre associée c'est MH bar. Et toujours le petit m compris entre moins S et S. Ça veut dire il part de moins S plus 1, moins S plus 2 et ainsi de suite jusqu'à petit s. La dimension de l'espace associé est 2S plus 1. Ici, nous sommes en présence d'un spin S qui vaut 1 demi. Donc, ça veut dire dans cette notation-là, l'état que j'ai appelé plus haut plus Z, ça sera tout simplement S qui vaut 1 demi. Petit m, pour la valeur maximale, elle vaut 1 demi. Et pour l'état moins que j'ai noté ici, ça sera tout simplement la valeur S, toujours égale à 1 demi, et la plus petite valeur qui vaut moins S, qui est tout simplement moins 1 demi. Ici, pour S égale à 1 demi, notez que nous avons que deux valeurs, moins 1 demi et 1 demi. La dimension de l'espace égale à 2. Donc, je n'ai que deux vecteurs propres associés. Donc, je peux écrire dans cette base-là 1 demi, 1 demi. S carré, on notera toujours plus ou moins 1 demi, et ça sera 3 quarts. Il suffit de remplacer S par 1 demi. Et de la même manière, SZ plus 1 demi, ça sera plus ou moins, vous voyez, H bar sur 2, plus ou moins 1 demi, plus ou moins Z. De la même manière, on va introduire les opérateurs création et annihilation. Vous voyez, je ne vous apprends rien de nouveau. Je passe parce que tout ce détail, nous l'avons tout ça vu en détail sur le moment cinétique orbital. Et je donne tout simplement l'équation, vous voyez, S plus agissant sur un quête SM. Ça sera exactement la même forme ici de normation. Il vous fait passer à un quête SM plus 1 et S moins associé ou là agissant sur un quête SM vous fait passer à un quête SM-1. Rien ne change, donc je viens l'appliquer par exemple en venant chercher les équations de Sx par exemple, et Sx n'étant autre que S plus S moins 1 demi, vous trouvez H bar sur 2 par exemple, et on peut faire exactement de la même manière pour chercher l'action de Sy sur le quête S plus S moins. Alors, ce qui est nouveau, on va introduire les matrices de Pauli, S égale H bar sur 2 sigma, et je vais déduire de ce qui précède ici, par exemple. Vous pouvez très bien écrire la matrice de Sx, ou là la matrice sigma associée, en supprimant tout simplement le H bar sur 2. Ici, on a choisi d'écrire ces bases-là dans la base plus Z moins Z, dans laquelle vous voyez que sigma Z est toujours une matrice diagonale, dont les valeurs propres vont être 1 et moins 1. Si vous voulez SZ, il suffit évidemment de multiplier par H bar sur 2.
Et par exemple, vous venez tracer la matrice, donner la matrice Sx, hein, ou la sigma x, et bien plus vous lui associez moins, vous voyez ici, plus vous lui associez moins, et Sx sur moins vous donne plus, donc Sx sur moins vous donne plus. Et vous pouvez faire de même pour la matrice sigma ou la Sy. Si vous regardez de près les vecteurs propres de Sy, par exemple, hein, c'est un choix au hasard, donc vous venez chercher déterminant de Sy moins lambda i, vous allez automatiquement trouver dans le cas du spin 1 demi deux valeurs propres, plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2. De la même manière, vous pouvez très bien calculer les vecteurs propres associés en utilisant donc l'équation aux valeurs propres, Sy, vous pouvez appeler les vecteurs plus y et moins y égale lambda, vecteur propre associé, et on peut donner ces vecteurs-là en combinaison linéaire de la base qui est plus z et moins z. Alors vous pouvez généraliser évidemment ce calcul-là à un spin 1 demi, mais cette fois-ci suivant une direction quelconque. Alors on ne va évidemment pas refaire le calcul, on va simplement décomposer, vous voyez, le spin SU étant donné, c'est la projection du spin S suivant une direction quelconque. Vous venez décomposer tout simplement la direction U en coordonnées sphériques, par exemple là. Ça, c'est la direction I, SX. Ça, c'est la direction Y, hein, vous voyez, c'est la direction Z, mais tout simplement coordonnées sphériques. De sorte que la composante du spin 1 demi suivant une direction L quelconque, ça va être SX, la matrice que nous avons vue tout à l'heure, multipliée par cette chose-là, SY fois cette chose-là, plus SZ cosinus θ. Et vous pouvez tout simplement donc montrer que HY, en utilisant donc la matrice de Pauli, ou la directement de SX et de SY, qu'elle a la forme suivante. Vous pouvez très bien la développer, toujours déterminant de SU moins lambda I, et vous trouverez toujours dans le cas du spin 1 demi plus ou moins H bar sur 2. Et évidemment, comme tout à l'heure, hein, en venant chercher les matrices dressant l'équation de valeur propre, hein, de SU, donc déterminant ici SU plus ou moins U égale lambda plus ou moins U, et bien on va trouver un vecteur propre général, hein, qui a la forme ici générale, dans laquelle vous pouvez très bien vérifier pour SY, par exemple ici, que quand θ égale pi sur 2, ici vous prenez θ égale pi sur 2, phi également pi sur 2, vous pouvez retrouver l'équation aux valeurs propres, là, le vecteur propre direct de SY. De manière générale, vous pouvez très bien avoir un spin J qui peut être soit un moment orbital, soit un moment de spin, soit une combinaison des deux. Le moment magnétique de l'électron associé M égale gamma fois J. Gamma, c'est ce qu'on appelle le rapport gyromagnétique. Hein. Gamma va être décrit sous la forme en fonction de S, de L, évidemment, de l'électron. Alors, toutes les relations de commutation que nous avons vues pour S et L vont rester vraies pour le moment cinétique J, donc à savoir tout ce que nous avons vu précédemment. De la même manière, on vient s'intéresser à la base commune que je vais appeler JM, exactement par analogie avec le moment de spin et le moment orbital. On va appeler cette base JM, commune à J carré et à GZ. On va également donner les valeurs propres à J carré sous la même forme et JZ également sous la même forme. À la différence ici que J, puisque c'est la somme d'un moment orbital ou de spin, ça peut être soit un entier, dans le cas de moment orbital par exemple, soit un demi-entier dans le cas d'un moment de spin. Notez s'il vous plaît que vous pouvez avoir un spin égal à 1. Par exemple, si vous avez deux électrons dans la même orbitale, hein, par exemple. Donc, il faut simplement noter que dans le cas d'un moment de spin quelconque, dans un moment général, pardon, quelconque, eh ben, le J peut être entier ou demi-entier et il en est de même pour le petit m. Hein. Petit m allant de moins J à J. Et la dimension de l'espace, elle restera toujours de J plus 1. Donc, de la même manière, on va toujours introduire l'opérateur création et annihilation pour le moment cinétique général et qui va passer l'état M, JM à l'état JM plus 1 pour la création
et l'état JM à l'état JM-1 pour l'opérateur d'annihilation.